passer à la session clinique. Donc, on va commencer par... Voilà. Donc, soyez attentifs, hein, c'est important, l'attention, pour retenir ce que va dire Laurent Vercueil. Que le docteur Laurent Vercueil est neurologue et épileptologue au CHU au CHU de Grenoble. Grenoble-Alpes. Et donc, pour répondre à une question de monsieur, l'amygdale, l'un des rôles, ça va être de signaler que, potentiellement, le souvenir est intéressant à conserver. Donc, lorsque vous vivez le 11 septembre, par exemple, vos amygdales sont sidérées par ce qu'elles voient à la télévision, elles crachent un maximum, et c'est un souvenir que vous allez bien fixer. Donc, mon intérêt, là, c'est de vous marquer émotionnellement, d'activer vos amygdales. Donc, je propose, je ne sais pas, de mettre tout nu, et que je cours partout, je vous assure que toute votre vie, vous vous rappellerez ça. Toute votre vie. Malheureusement, je ne vais pas le faire, mais heureusement pour vous. Donc voilà, moi je suis neurologue. Donc en fait, je vais vous parler de cas pathologiques. En neurologie, la clinique neurologique est quelque chose qui a beaucoup alimenté la connaissance du cerveau normal. Depuis Broca, Paul Broca par exemple, en décrivant M. Tal, un monsieur qui avait une aphasie, un trouble du langage, on a pu localiser une région qui est très importante dans la production du langage. Et depuis Broca, la neurologie a continué à faire d'abord des corrélations anatomo-cliniques, c'est-à-dire qu'on décrit un déficit, une perte de fonction, puis on la rapproche d'une lésion cérébrale qui va être située. Et petit à petit, on perfectionne un petit peu le modèle, et on travaille notamment sur quelque chose dont je vais parler, qui sont les dissociations, c'est-à-dire le fait que certaines facultés peuvent être conservées, d'autres altérées de manière, justement, dissymétrique, on va dire. Et quel rapport avec le sujet? C'est que, le voyage mental peut faire l'objet d'une pathologie. Et je vais commencer par un tout petit extrait que vous allez reconnaître. Durant le sommeil, votre cerveau est capable de projeter tout. C'est-à-dire? Imaginez-vous en train de concevoir un building, d'accord? Vous entrez consciemment chacun des aspects. Et parfois, vous avez l'impression que le plan se fait tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, moi c'est comme si je découvrais. Oui, c'est de l'inspiration à l'état pur. Alors quand on rêve, ce processus-là est constant. Nous créons et percevons un monde simultanément. Et notre esprit le fait si bien qu'on ne se rend pas compte de ce qui se produit. Et c'est ce qui nous permet de nous introduire au son. Voilà. En fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est évidemment cette boucle. Dominique Cobb, qui est joué par Leonardo DiCaprio, dit « Nous créons et nous percevons simultanément ce monde du rêve ». Alors évidemment, c'est un petit peu le petit théâtre cartésien, puisque en gros il y a un petit homunculus dans notre cerveau qui regarde un film qu'on lui projette, et donc il projette et il regarde, etc. Néanmoins, c'est quand même une boucle qui tourne toute seule. Et c'est la raison pour laquelle le rêve, vous voyez, il fait partie de cet ensemble plus général ici, dont on a déjà parlé, et l'idée un petit peu est de ramener toujours un peu ce schéma pour réactiver la mémoire, qu'on appelle la pensée spontanée. La pensée spontanée, c'est une pensée qui va se délivrer, en fait, quelque sorte d'elle-même, au sein de votre activité consciente, et qui ne va pas être dépendante des tâches à remplir, des activités, des stimulations attentionnelles, etc. Et dans cette pensée spontanée, il y a donc le rêve, et quelque chose qui est qu'on appelle le vagabondage mental, qui est un peu parfois décliné en rêverie diurne, daydreaming, ou mémoire autobiographique involontaire, c'est-à-dire des souvenirs qui surgissent, non pas parce qu'on vous a demandé « rappelle-toi quand tu as fait ci, parce que ça vient tout seul, ça surgit de l'autre. Et puis ce vagabondage mental. Alors, je vais commencer avec un petit cas clinique, donc un cas clinique réel que j'ai rencontré il y a déjà pas mal de temps, mais dont je me rappelle très bien parce qu'il m'a marqué, sûrement que mes amygdales étaient bien à fond. C'est un homme de 34 ans qui était un jeune médecin, qui avait fait malheureusement un accident vasculaire très grave, ischémique profond, en profondeur dans le cerveau. Donc, par exemple, le cortex était complètement épargné. Le cortex marchait très bien. C'était vraiment en profondeur qu'il avait des lésions bilatérales et très importantes dans le cerveau. Il avait fait un coma au départ, puis il avait récupéré avec un petit déficit, mais tout avait récupéré aussi, il était plus trop gêné au point de vue moteur. Mais surtout, et c'est la raison pour laquelle je l'ai rencontré accompagné de son père, qui maintenant s'occupait de lui, en permanence, il était décrit comme très apathique. En fait, il n'avait aucune activité spontanée. C'est-à-dire que tout ce qu'il le faisait
il le faisait sur une sollicitation de son entourage. Donc il restait immobile toute la journée, et c'est seulement lorsqu'on lui disait « mais fais ça » qu'il le faisait. Par exemple, il pouvait être assis sur le canapé devant la télévision, éteinte. Il pouvait rester des heures devant la télévision éteinte. Et son père lui disait « mais allume la télévision », ben, il se levait, il allumait la télévision, et voilà, il pouvait le faire. Ou il pouvait, enfin son père disait qu'il était obligé de lui dire de se servir à boire, sinon il ne buvait pas. Donc, sers-toi à boire, allume la télévision, tu peux manger, etc. Et en fait, ce qu'il exprimait lui, c'est que, qu'est-ce qu'il faisait quand il était comme ça? Est-ce qu'il s'ennuyait? Est-ce qu'il était triste? Est-ce qu'il avait des idées tristes en tête? Est-ce qu'il ruminait des choses? Non. Il disait, non, je pense à rien. Dans la tête, j'ai rien. Oh, aucun contenu mental spontané. Mais malgré ça, quand on discute avec lui, il est tout à fait cohérent, ses réponses sont intelligentes, il a des facultés qui sont globalement préservées. Et l'échange, la conversation, elle est tout à fait normale. Donc en fait, ce qui était fascinant, c'est de voir que cette personne a quasiment toutes ses facultés, mais qu'elle ne les met en jeu que lorsqu'elle est sollicitée. Spontanément, rien ne se passe. Alors, ça, au point de vue neurologique, ça rappelle tout de suite un tableau qu'on connaît depuis presque 100 ans, qu'on appelle le mutisme akinétique. Le mutisme akinétique, ce sont des gens qui n'ont pas de paralysie, mais qui font rien, ils ne bougent pas, ils ne parlent pas. Akinétique, c'est pas de mouvement, mutisme, c'est qu'ils ne parlent pas. Alors, c'est donc un tableau qui a été décrit là ici en 1941, qui a été redécrit ensuite par la suite, hein, c'est des patients qui ont des lésions cérébrales. Je vous passe vite la description. Ce qui a impressionné les auteurs, c'était que, en l'occurrence c'était un enfant, hein, elle était mutique, elle n'avait pas de tonus émotionnel, pas d'expression émotionnelle, et pas de mouvement volontaire. Elle était incapable de donner un mouvement de quelque sorte que ce soit, sauf quelques fixations oculaires, et puis quelques mouvements des fois en réponse à des objets externes. Néanmoins, le problème du mutisme akinétique, ce sont des gens qui ne vont pas bouger et ne vont pas parler, y compris lorsqu'on leur demande de le faire. Hein, ce sont des gens qui font rien. Donc en fait, ils sont plus dans ces situations-là, où on est une abolation un petit peu de tout ce qui est contenu conscient, volontaire, initiation, etc. Donc c'est pas tout à fait ça. En fait, moi, le patient que j'avais rencontré, il avait plutôt ça. C'est-à-dire une activité orientée, correcte, etc. lorsqu'on lui demande. Il peut faire les tâches tout à fait cohérentes, mais laissé à lui-même, le petit moteur qui est derrière ce dont on parle depuis ce matin, c'est-à-dire qui va alimenter cette pensée spontanée, il est éteint. Alors ça, il a fallu attendre encore un petit peu pour que ça soit décrit sous différents noms. Hein, par exemple, le premier terme qui a été utilisé, c'était le terme de perte de l'auto-activation psychique. C'est un terme qui décrit exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on a quelque chose en tête, c'est parce qu'on a activé un processus qui nous permet de produire quelque chose. C'est le début du dessin de Dominique Cobb, alias DiCaprio. Hein, je produis quelque chose que je vais percevoir. Donc déficit d'auto-activation, pareil. Akinésie psychique, donc défaut de mouvement psychique. Par analogie un petit peu avec ce qui se passe dans les maladies de Parkinson, où les sujets ont du mal à produire des mouvements volontaires, ou même à timormie. Et puis, très vite, on s'est dit, il y a peut-être un lien avec d'autres choses, qui sont l'aboulie. L'aboulie, c'est le défaut de volonté. Ce sont des gens qui n'ont pas de volonté. L'apathie. L'apathie, bon, là, c'est l'inertie, hein, la difficulté à générer une activité. L'anédonie, la difficulté à éprouver du plaisir. Et donc, ce fameux mutisme akinétique, qui est quand même une version beaucoup plus étendue. Et donc, en 81, Dominique Laplane va décrire, par exemple, ce cas. Ce cas, c'est un sujet de 41 ans qui a une piqûre de guêpe, qui fait en fait une grave réaction allergique à la piqûre de guêpe, avec un coma. Et au cours du coma sera assez compliqué, il fera un état de mal épileptique, et il va se réveiller avec une chorée des mouvements normaux. Et en fait, il va quand même récupérer de ce tableau initial dramatique, avec un état qui est très particulier, qui est qu'il est essentiellement envahi par une activité d'ailleurs compulsive, c'est-à-dire que c'est purement mental, il compte. Par exemple, il passe son temps à compter. Il passe son temps à compter, il ne peut pas ne pas compter, hein, c'est ce qu'il dit, c'est plus fort que moi, pour m'arrêter, je dois me concentrer, je dois vider ma tête pour brouiller des chiffres. Donc en fait, il lutte contre une activité spontanée de production, de comptage. Il a aussi des compulsions motrices. Et puis en fait, ce qu'il dit assez vite, c'est que cette activité, en fait, elle apparaît quand j'ai rien dans la tête, quand j'ai un vide mental. Donc si par contre il y a quelque chose, une tâche, etc., ça disparaît, hein, cette activité disparaît, et je me consacre à la tâche. Et donc, ce que dit Dominique Laplane, c'est que le vide mental paraît en effet un élément essentiel du tableau clinique,
Tout se passe en quelque sorte comme si la vie psychique, aussi bien intellectuelle qu'affective, dépendait entièrement des stimulations extérieures, et qu'au contraire, son dynamisme interne, sa capacité à se produire elle-même, avait en grande partie disparu. Il convient de noter toutefois que la capacité à rêver est restée normale, j'y reviendrai, avec seulement une pauvreté du récit d'activité onirique. J'y reviendrai parce que c'est par là que j'ai commencé, donc c'est légitime. Et donc ce cas, il est lié à nouveau à une lésion, non pas du cortex, comme on voit dans les AVC avec une etc., mais une lésion profonde. Alors, on est en 81, à l'époque on n'a pas de bel IRM, etc., c'est un scanner, et c'est un scanner de qualité assez modeste, mais en fait on voit qu'il y a des trous, deux lésions. Voilà, là, ici et ici, qui sont reproduits ici, dans des structures assez profondes dans le cerveau, qu'on appelle les ganglions de la base. Et en fait, Dominique Laplane va reproduire cette observation en décrivant d'autres cas. Alors, je vais juste souligner les choses importantes. Donc, un sujet de 25 ans qui fait une intoxication au monoxyde de carbone, avec un coma quelques jours, et un peu plus tard, en fait, il est décrit comme n'ayant aucune parole spontanée, une réduction de l'affluence verbale, parce qu'il demande de donner des noms, il en trouve peu, il a des troubles mnésiques, mais il a un QI, en tout cas, à la matrice assez correcte. Les capacités intellectuelles sont considérées comme non négligeables, mais totalement inutilisées dans la vie courante. Il reste très longtemps allongé, les yeux ouverts, sans rien faire. Il peut rester ainsi plusieurs heures. La vie fantasmatique, ce moment-là, paraît très pauvre, mais le défaut de fluence empêcherait de toute façon son expression. Il affirme ne jamais rêver la nuit, donc il a un QI verbal à 116, et puis une matrice à 89, donc assez correct, l'intelligence est préservée. Et là aussi, le vide mental semble caractériser l'état psychique de Monsieur D, qui se trouve rempli par une activité compulsive rappelant la rythmomanisme constitutionnelle. Donc là aussi, il y a une activité spontanée qui disparaît, et parfois réapparaît une activité, alors vraiment répétitive, de compulsion arithmétique, je compte. C'est la peine de rappeler qu'en fait, en cherchant la littérature, il y avait quelques cas qui avaient été rapportés de façon intéressante dans les suites de l'encéphalite de Vodden-Economo, qui est cette encéphalite qui est survenue pendant la Première Guerre mondiale, et qui avait laissé notamment des tableaux parkinsoniens, avec aussi des atteintes des structures profondes. Et c'est encore le cas, là vous voyez, on est sur les lésions qu'on appelle pallidales, du pallidum, une région très particulière des neurones centraux, où on a cette lésion bilatérale. Alors, la casuistique, elle va s'étendre, il y a de plus en plus de cas qui sont rapportés, et ce qui fait que, 10 ans après la première description, Laplane va un petit peu aller dans le détail, en rapportant d'autres cas, et en évitant un petit peu toujours les mêmes choses, ce sont des sujets qui ont des facultés intellectuelles qui sont relativement préservées, mais une difficulté, en fait, à mettre en jeu, à auto-activer ces facultés qui sont remplacées, soit par du vide mental, soit par une activité répétitive, d'ailleurs compulsive. Alors, apparaît un petit peu cette notion de perte de motivation, et en fait, je l'ai dit un petit peu, c'est qu'on pense que derrière ces phénomènes, il y a aussi cet aspect motivation, j'y reviendrai. Voilà, donc l'aspect subjectif de la perte de l'activation psychique, le vide mental, et l'aspect qui fait toute l'originalité du syndrome de perte. Donc, on a une perte de cette pensée spontanée, la pensée qui vient indépendamment de tout le contexte, et c'est comme ça qu'on décrit ça, et donc, alors, Dominique Laplane, le neurologue de la pitié, a beaucoup décrit ça, mais d'autres équipes ensuite sont venues à apporter d'autres cas, on n'a pas des cas qui viennent d'une seule équipe, sinon ça serait un peu suspect. Donc, on sait que ces patients, qui sont quand même des patients qui ont des lésions qui sont assez rares, heureusement, peuvent développer ce genre de troubles cliniques, qui est vraiment limité à une difficulté à alimenter, en fait, la vie intérieure. Donc c'est une perte de la vie intérieure. Encore une fois, c'est pas un truc de l'humeur, ce ne sont pas des gens qui sont déprimés et qui vont dire quand il ne se passe rien, je me sens triste. Ce sont même des gens qui, en regard de ce qu'on imaginerait du vécu de leur état, n'expriment pas de tristesse. Donc, vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est assez sélectivement lié à cette atteinte-là, avec même, curieusement, par rapport au schéma dont on parle, une espèce de libération de cette partie-là de l'activité. Ça, c'est assez étonnant, et ma connaissance, c'est pas très très discuté. On ne sait pas très bien pourquoi est-ce que le fait de perdre toutes ces activités-là va libérer un petit peu ces activités, notamment au rythme maniaque. Alors là-dedans, il y a les rêves, comme le disait Dominique Cobb, mon collègue Dominique Cobb dans Inception. Les rêves, c'est aussi la production intrinsèque, quelque chose qui est autogénéré. Alors ça a intéressé, cette fois plus récemment, l'équipe notamment d'Isabelle Arnulf,
qui ont regardé chez ces patients, finalement, quand on les interroge sur le contenu de leur rêve, est-ce qu'effectivement le rêve est touché? En fait, donc vous voyez, il y a 13 patients qui ont une perte de localisation psychique. Tous ont des lésions bilatérales des ganglions de la base. Là, c'est un exemple chez un patient. Vous voyez, ce trou noir, à nouveau dans le pallidum, et qui donc présente les critères de la perte d'autolocalisation psychique. Et lorsqu'on s'intéresse à ce que les gens disent de leur rêve, on s'aperçoit que le taux de rêve est très très inférieur à celui communiqué par des contrôles. Donc ils ont beaucoup moins de rêves, mais ils en ont quand même. Ce qui fait penser que, en fait, les générateurs de rêve, c'est un petit peu l'hypothèse, le générateur notamment de fond cérébral qui contribue un petit peu à l'activité de rêve, pourrait être lui donc une source indépendante de cette production de pensée spontanée. La pensée spontanée liée au rêve n'est pas tout à fait la même pensée spontanée que celle qu'on a à l'état d'éveil. Alors, un petit mot pour terminer à propos de la théorie qui est derrière. Alors, la théorie, elle repose notamment sur ce qu'on connaît des ganglions de la base, puisque je vous ai dit que les lésions étaient vraiment exclusivement dans ces ganglions de la base. On n'a pas de gens avec des lésions du cortex qui ont ça. Il faut vraiment avoir une atteinte profonde dans ces circuits, qui sont des circuits qui impliquent notamment un neurotransmetteur dont on a parlé, qui est la dopamine, et qui ont un rôle notamment dans les activités motivées, dans la motivation. Et la motivation, depuis très longtemps, on sait qu'il y a en gros deux types de motivation. Une motivation extrinsèque, liée donc aux agents d'environnement. Si on me montre un beau gâteau, je vais me motiver pour le manger. Et puis une motivation intrinsèque qui conduit à générer des actes, des comportements, des mouvements, de manière indépendante de l'environnement. Si par exemple je vous dis quand je tape dans les mains, vous tapez dans les mains, voilà, il y en a qui suivent, votre comportement n'est pas motivé, il est automatisé. Si je vous dis maintenant, quand vous le décidez vous, et seulement quand vous le décidez, vous tapez dans vos mains, parmi vous, il y en a qui ont une motivation intrinsèque, les autres ont tout de suite à dire. Et en fait, là, il a fallu à un moment donné que vous décidiez de générer ce comportement. Et il n'y avait pas de motivation particulière autre pour dire que c'est maintenant et pas une seconde après ou une seconde avant. Et ça, notamment, on peut le voir électrophysiologiquement, en mesurant un potentiel qui n'apparaît que dans ces conditions-là, qui est le potentiel de préparation motrice, et qui, de façon intéressante, c'est les travaux de Benjamin Libet, etc., survient environ une demi-seconde à une seconde avant. Donc, autre histoire passionnante, de savoir à quel moment la décision est prise, pourquoi est-ce que le cerveau prend la décision avant d'en être conscient. Bon, je passe là-dessus. Bref, tout ça pour vous dire que l'autogénération d'un comportement est quelque chose qui relève de circuits qui sont très 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 singuliers au sein des ganglions de la base, ici, auto-activation processing, extrêmement coûteux. C'est beaucoup plus facile de générer un clapement après que j'ai clapé que de décider soi, d'ailleurs j'étais beaucoup moins nombreux à le faire, de clapper à un moment donné. Et donc ce circuit, les modèles disent que si vous avez une lésion, notamment la sortie de la base qui est le pallidum, vous avez beaucoup plus de difficultés à générer un comportement indépendant de l'environnement. L'immense majorité de nos activités sont liées à l'environnement. On est beaucoup piloté, en fait, notre cerveau est asservi à l'environnement. C'est-à-dire que c'est très facile, c'est comme ça que ça marche bien. On est piloté par toutes les simulations qu'on a. Mais parfois, on s'autonomise, on autonomise notre comportement et on va le générer de manière indépendante. Et ça demande des structures très particulières. Et ça, la pensée spontanée, ce qu'on peut générer comme pensée autonome, propre à soi, ça relève un petit peu de ces circuits. Voilà. Je suis dans le temps.